Carlo Ginzburg est historien, né en Italie, éminent représentant de la micro-histoire, historien de l'art et spécialiste des procès de l'Inquisition. Ses ouvrages sont traduits partout dans le monde. Aux éditions Verdier, on lui doit entre autres Le fil et les traces, mais aussi Mythes, emblèmes, traces, morphologie et histoire, Le juge et l'historien, considération en marge du procès Sofri, Nulle île est une île, 4 regards sur la littérature anglaise. Dans le cadre du festival L'Histoire à venir, Carlo Ginzburg était invité à la librairie Ombre Blanche lundi 3 octobre 2022 autour de la parution de son ouvrage « Néanmoins, Machiavel, Pascal » aux éditions Verdier, une réflexion sur l'étude de cas dont il a fait sa méthode de travail à travers l'histoire moderne de la casuistique. Bon, puisque nous sommes à l'heure et que vous êtes tous là, nous allons commencer sans tarder. Quelques mots d'accueil et de remerciement. Alors, vous le savez, cette soirée est, si j'ose dire, sous l'égide ou en compagnie, plus exactement, de tous nos amis de l'Histoire à venir et du comité éditorial de l'Histoire à venir. Claire Jude, ce soir, ne pourra pas être là pour dialoguer avec Carlo Ginzburg, mais Corinne Bonnet nous fait le plaisir et l'honneur d'être présente. Alors, merci Corinne pour ta présence ce soir. Je vois que tu as déjà pris plein de notes. Voilà, ça va être formidable. Voilà. Et puis, évidemment, merci à vous, Carlo Ginzburg, d'être à nouveau présent dans cette librairie. Nous sommes très très heureux de vous retrouver. C'était il y a une douzaine d'années pour les 30 ans de Verdier, de votre éditeur, on va dire principal en langue française, que vous nous aviez fait l'honneur de vous rendre à Toulouse. Et je voudrais dire, puisqu'il s'agit de Verdier, qu'au tout début de cette maison, Verdier, qui nous tient tant à cœur, il y avait parmi les tout premiers livres, le vôtre, Les batailles nocturnes, oui. Voilà, et que ce livre, Les batailles nocturnes, avait été amené à cette maison par quelqu'un de très cher, évidemment aux éditions, mais aussi à la librairie, je crois à l'université et bien sûr à l'école des hautes études, dont il avait été l'initiateur à Toulouse, c'est Daniel Fabre. Voilà, donc je voudrais dire voilà, un mot amical pour Daniel, qui nous a quittés il y a maintenant au moins 2 ans, et voilà, qui était quelqu'un de très cher pour tout le monde, quelqu'un qui a été extrêmement actif pour l'histoire et pour les sciences sociales et humaines en général. Voilà, il nous manque, mais à travers les livres, il est encore là. Voilà. Et ces batailles nocturnes, on les trouve, je crois, chez Flammarion, dans la collection Champ. Voilà, merci pour votre présence ici. Je sais qu'ensuite vous partez à Blois. Voilà, vous venez d'un colloque. Quelle activité magnifique. Merci. Non, vraiment, je suis très heureux d'être ici. C'est une joie, un honneur. Merci. Bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Carlo Ginzburg, c'est vraiment un plaisir, c'est un événement à Toulouse que votre venue, et je pense que je dis ici tout ce que chacun pense, et c'est une fête de vous avoir parmi nous, une fête de l'esprit. Et on va donc échanger là autour de ce volume au titre un petit peu énigmatique, hein. Néanmoins, Machiavel, virgule, vous allez voir que la virgule a son importance, Pascal. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont lu, peut-être d'autres vont le lire. On espère qu'on leur donnera l'envie de le lire. C'est un livre qui est issu de conférences, pour la plupart en tout cas d'articles qui tournent autour de Machiavel. Vous racontez que, à la suite des événements du 11 septembre 2001, vous avez entrepris avec vos étudiants à Los Angeles de lire ou de relire Le Prince de Machiavel. C'est un choix qui interroge. Et puis, au fond, autour de Machiavel et de Pascal, il y a dans ce volume toute une panoplie de personnages. J'en cite quelques-uns. Aristote, Cicéron, Thomas d'Aquin, dont
la dépouille est ici pas très loin, Galilée, Nicolas Perrault, Valère Maxime, Moïse, des gens connus et d'autres moins, Walter Benjamin, etc. Et on reviendra peut-être sur cette galerie de portraits. C'est un livre aussi qui est d'une étourdissante érudition, hein, qui est vraiment impressionnant. Mais pour commencer, ce livre qui est autour de la casuistique, hein, c'est le mot-clé, Oui, s'intitule Néanmoins, en italien non di manco, Oui. en latin tamen, oui. dont vous avez noté que ce terme apparaît fréquemment chez Machiavel. Alors, Tout à fait. voilà. Pourquoi le titre Néanmoins? C'est-à-dire qu'en italien, dans la langue de Machiavel, il y a une nuance qui maintenant n'est pas présente dans l'équivalent italien. On dit en italien non di meno, mais non di manco, c'est un peu archaïque mais ce n'est pas possible de, disons, garder ça dans d'autres langues. Alors il y a néanmoins, il y a nevertheless. Il y a aussi un mot japonais que je n'ose pas prononcer. Mais disons, dans quelle façon je suis arrivé à ça? Alors, vous avez rappelé que après 11 septembre 2001, j'ai réagi en pensant, oui, alors ce que je vais faire dans quelques mois à Los Angeles, j'ai enseigné à l'époque à UCLA, sera de lire Le Prince de Machiavel. En tant que, disons, texte capital de ce phénomène ambigu, c'est-à-dire la sécularisation. Ambigu, ambivalent. Mais, disons, lorsqu'il y a eu, disons, l'attaque de 11 septembre, bon, j'ai réagi en disant oui, alors évidemment, il ne s'agit pas d'un retour des religions, il était toujours là, elle était toujours là, mais disons, il y avait quelque chose de nouveau, c'est-à-dire dans ce contexte politique, etc., disons, disons une stratégie agressive dans les noms d'un radicalisme religieux. Alors, ce serait intéressant, je pensais, d'aller en arrière et recommencer avec Machiavel. Alors, je devais préparer le syllabus, une liste de lecture pour les étudiants. Et je me suis aperçu d'une façon rétrospective, que j'avais commencé à, disons, me promener dans Google en cherchant quelque chose qui s'est rattaché à la casuistique. Alors, ça, c'était pas évident. Et d'une façon rétrospective, j'ai pensé qu'il y avait là, disons, deux textes. Un texte de Benedetto Croce, dont je parle dans mon livre, où il a, disons, rejeté le lien entre Machiavel et, disons, la profondeur morale de Machiavel en tant que quelque chose de tout à fait éloigné par rapport à la casuistique de la contre-réforme. De l'autre côté, il y avait un texte de Luigi Russo qui a été imprimé en 1945, a fait un recueil d'essais sur Machiavel que Luigi Russo avait dédié à la mémoire de mon père Leone Ginsburg et Nello Rosselli, de martyrs antifascistes tombés pour la liberté, etc. Et alors, Luigi Russo, qui avait connu mon père, a fait un commentaire sur une scène de la Mandragola, cette comédie sombre de Machiavel sur laquelle je vais dire quelque chose, et il avait dit que la scène dans laquelle un frère, Fra Timoteo, essaye de convaincre Lucrezia
la femme de Nietzsche, et il essaye de convaincre Lucrezia que l'adultère n'est pas un péché. Et alors, Luigi Russo disait, oui, il s'agit de, disons, un exemple, le premier exemple de casuistique, ce qui est faux. Mais de toute façon, je crois que, et ça, je l'ai dit d'une façon rétrospective, que, disons, j'étais d'une certaine façon agi par ces deux souvenirs, de ces deux textes, et ce qui m'a poussé à chercher des références à la casuistique. Et là, je suis tombé sur un texte dans Google, sur un texte d'un jésuite contemporain, Mormando. Alors, il citait un sermon de Bernardino da Siena, moitié XVe siècle. Et alors, il y avait une référence à l'usure tirée d'un texte. Alors, il y avait, comme j'ai compris tout de suite, il y avait une série de poupées russes, des textes qui renvoyaient à d'autres textes, etc. C'était des juristes et des théologiens qui parlaient de l'usure en tant qu'un péché qui, quand même, pouvait être accepté et considéré, regardé comme licite dans certaines circonstances. Et alors, j'ai trouvé qu'à l'origine de cette chaîne, il y avait un texte de Giovanni d'Andrea. Alors, je me suis rappelé que j'avais rencontré ces noms. Mais où? Dans un texte, Libro di Ricordi, un livre de souvenirs, c'est-à-dire, disons, une sorte de journal que le père de Machiavelli, Bernardo Machiavelli, avait, disons, sur laquelle il avait travaillé pendant des années. Il avait enregistré, par exemple, le fait que son fils Nicolò allait à l'école, etc. Il avait enregistré qu'il avait acheté une vache, des choses comme ça, tout à fait, disons, diverses et variées, mais à un certain moment, il cite aussi des livres qu'il avait achetés. Alors, j'avais lu ce texte qui normalement a été utilisé par les chercheurs qui ont travaillé sur Machiavel justement pour, disons, saisir ces références au fils de Bernardo, Niccolò. Et alors, j'avais rencontré ce nom de Giovanni d'Andrea, un juriste médiéval qui est mort pendant la peste en 1348 à Bologne. Il était professeur de droit canonique. Bon, j'ai vérifié cette référence à Giovanni d'Andrea et j'ai trouvé que l'argument utilisé par ce frère dans la Mandragola pour convaincre Lucrezia que l'adultère n'était pas un péché, en fait, était, disons, une reprise presque à la lettre d'un argument concernant l'usure. Alors, l'adultère d'un côté, de l'autre côté l'usure, mais dans les deux cas, il y avait une norme et des exceptions. Alors, à ces moments-là, je pensais, oui, évidemment, Machiavelli a lu ce livre de Giovanni d'Andrea dans la bibliothèque de son père, mais ce qui m'a frappé tout d'un coup, c'est le fait que dans ce texte que j'avais lu et relu, Le Prince de Machiavel, en fait, mon premier séminaire à l'école normale de Pise, lorsque j'avais 18 ans, c'était justement une lecture coordonnée par Arsenio Frugoni, un médiéviste très original, une lecture de Prince de Machiavel. Alors, je me suis rappelé que au cœur de ce texte, dans les chapitres au centre du Prince, il y a, disons, 4 chapitres où il y a une norme proposée au Prince et un mot.
non di manco. Serait bon pour le prince d'être loyal, etc. Non di manco, etc., etc. Alors là, j'ai eu l'impression que j'avais saisi quelque chose de très important. Alors, je parle trop, je dois m'arrêter. Je dirais seulement une chose, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une méfiance à l'égard de, disons, grandes catégories comme... ensuite. Alors, on aura compris que dans ce livre, il y a quelque chose qui relève de l'histoire des idées, me semble-t-il. Mais ce qui est aussi très fascinant, je trouve, dans votre démarche, vous qui êtes l'homme du paradigme indiciaire, c'est que l'histoire des idées, c'est aussi une histoire matérielle. Hein, il y a des traces concrètes, comme ce livre du père de Machiavel, et toute une série d'indices que vous suivez. Mais alors, quels sont les indices qui vous conduisent à Pascal ? Oui. Alors, je dois dire que il y a quelques années, j'ai écrit un texte qui s'appelle en italien Il caso, i casi. Or, en italien, le mot caso est un mot ambigu, c'est-à-dire sur le cas et le hasard, les mêmes mots. Et alors, je dois dire que j'ai été toujours fasciné par cette convergence, cette ambiguïté. Alors, j'ai essayé de retrouver une cohérence dans ma trajectoire en travaillant en réfléchissant sur ces deux mots. C'est-à-dire d'abord le cas. Alors, j'ai commencé ma trajectoire, essayant d'apprendre le métier d'historien. La référence à Marc Bloch est tout à fait spécifique parce que le livre qui m'a poussé vers l'histoire, ça a été Les rois thaumaturges. Alors, j'ai essayé d'apprendre les métiers d'historien en travaillant sur les procès des sorcières. Et le premier essai que j'ai publié dans ma vie, c'est un texte qui s'appelle Sorcellerie et piété populaire. Et il s'agit d'un procès contre une paysanne qui vivait tout près de Modène, Chiara Signorini, et elle a eu un procès parce que elle était accusée d'avoir jeté, un sort contre sa patronne, qu'il avait, chassé du champ qu'elle travaillait avec, que Chiara travaillait avec son mari. Alors, il y a eu ce procès. De l'autre côté, il y avait un inquisiteur qui était quelqu'un d'important, un dominicain, Bartolomeo Spina, qui ensuite a écrit un texte en latin sur la sorcellerie, Quaestio de Strigibus. De toute façon, j'ai analysé ce procès que j'avais trouvé à Modène, où il y a, un fonds d'archives important de procès d'inquisition. Et à la fin de ce texte, alors pourquoi sorcellerie et piété populaire ? Parce qu'à un certain moment, l'inquisiteur dit « Mais écoute, pourquoi, Chiara, tu as jeté ce sort contre ta patronne ?» Et elle dit « C'est la Vierge qui m'a dit ça, la Vierge. » Évidemment, l'inquisiteur était surpris. Elle a dit « Oui, j'ai vu la Vierge, elle m'a paru, et elle était rubiconda, jeune. » Il y a cette description, paysanne, on pourrait dire. Et ensuite, l'inquisiteur, avec en utilisant des questions, qui impliquaient une réponse, et ensuite, utilisant la torture aussi, arrache un aveu, c'est-à-dire que Chiara dit oui, c'est vrai, c'était quelqu'un de noir, c'était le diable. Mais alors l'écart entre, les attentes de l'inquisiteur et les réponses de Chiara, c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup. Alors à la fin de cet essai, j'ai dit ce cas
nonobstant sa spécificité, c'est quelque chose qui a une valeur paradigmatique. Alors je me rappelle qu'en réalisant ce texte il y a quelques années, j'ai passé à oui paradigmatique, c'est-à-dire il s'agit évidemment d'une référence au grand livre de Thomas Kuhn, l'historien de la science, la structure des révolutions scientifiques. Non, parce que mon texte avait été publié une année avant la publication du texte de Kuhn en anglais. Évidemment, j'utilisais ce mot paradigmatique dans une des significations utilisées par Kuhn aussi, c'est-à-dire exemplaire. Et pourtant, le fait qu'un procès qui, s'est rattaché à une anomalie, un procès tout à fait exceptionnel d'une certaine façon, pouvait être considéré par moi comme quelque chose de paradigmatique. C'est-à-dire, je crois que j'écris ça tout d'un coup, et à travers les années, j'ai continué à réfléchir sur les rôles des anomalies, etc. Et je pense que, disons, ma trajectoire vers la micro-histoire, c'est-à-dire un projet collectif qui est surgi à la fin des années 70, en fait, était liée à une étude des cas. Une étude des cas, alors je laisse à côté la chance, mais étude des cas. Même mon premier livre, Le Bataille nocturne, qui a été mentionné auparavant, est un livre sur un cas, tout à fait exceptionnel, soit du point de vue documentaire, soit du point de vue du contenu des documents. Et je pense qu'on a perdu Pascal en chemin. Ah oui, vous avez raison. Alors j'arrive. Alors, merci, excusez-moi. Et alors, il y a eu, disons, le cas, et à un certain moment, j'ai dit, non, mais alors, c'est la casuistique sur laquelle je dois réfléchir. Alors, je dois dire que, pour ce qui concerne Pascal et la casuistique, je n'ai jamais reçu une éducation religieuse. Je suis né dans une famille, disons, tout à fait sécularisée. Je suis athée, fasciné par les religions, mais athée. Et de l'autre côté, je pense que, disons, j'ai reçu, si on regarde le rapport entre Pascal et la casuistique, j'ai reçu, disons, une éducation qui est... on pourrait être interprété comme une version séculière de l'attitude de Pascal, un refus, un rejet de la casuistique. En fait, mon père, il est mort lorsque j'avais 5 ans, a été décrit par son ami Norberto Bobbio, philosophe et historien de la pensée politique italien qui était très lié avec mon père. Il a dit que mon père, pour lui, dans sa jeunesse, c'était l'incarnation de l'impératif catégorique kantien. Et alors, si vous voulez, oui, entre Pascal et la casuistique, évidemment, j'étais du côté de Pascal, mais le fait que j'avais travaillé pendant des années sur les cas m'a, disons, posé les problèmes de la casuistique. Et alors j'ai commencé à réfléchir sur ça. Et je dois dire que, je l'ai dit dans mon livre, la casuistique, blessée à mort par Pascal, a eu une résurrection inattendue à travers la bioéthique. Et alors la casuistique est là entre nous, encore une fois, d'une façon tout à fait inattendue. C'est mon interprétation. Est-ce qu'on peut revenir sur le lien entre la casuistique et la théologie politique? Parce que ça, c'est un passage important dans le livre et qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais peut-être pour expliquer à ceux qui n'auraient pas lu le livre, c'est vrai que quelque part la casuistique, c'est il existe des principes, mais on peut déroger aux principes. Et si on se place du point de vue religieux, le cas va du côté du miracle.
hein. Vous avez parlé des rois thaumaturges, ça m'intéressait parce que le terme grec pour miracle, c'est Thomas. Hein. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on passe de la casuistique séculière, sécularisée, ou comment est-ce qu'on arrive à cette casuistique sécularisée si on remonte à Thomas, d'Aquin et à une casuistique religieuse qui va vers la théologie politique? Oui, oui et non. Oui et non. Oui, c'est-à-dire que, alors, lorsqu'on regarde le cas, alors le cas, en tant que genre, on pourrait dire, implique une convergence entre, d'un côté, la médecine, de l'autre côté, la théologie et le droit. Et la médecine aussi, parce qu'évidemment, il y a, disons, un patient avec des symptômes, etc., qui sont, disons, difficiles à interpréter. Il s'agit peut-être d'une anomalie, quelque chose d'incertain. Et ensuite, on dit, oui, mais c'est, je ne sais pas quoi. Une maladie qui existe en tant que norme, pas dans le sens du droit, mais dans le sens de la normalité, on pourrait dire. Et quand même, il y a des anomalies. Alors, évidemment, disons, dans les trois perspectives, le rôle de l'anomalie est différent. Mais je pense que cette convergence entre ces trois traditions est tout à fait centrale. Mais vous avez posé la question concernant la théologie politique. Alors, en fait, j'ai commencé ce livre avec une petite provocation. C'est-à-dire que je dois dire que je suis obsédé par la ponctuation. Et alors, le sous-titre de ce livre est Machiavel, virgule, Pascal. Alors, j'ai commencé en disant virgule. Pourquoi virgule? La virgule disons, en tant que, disons, un signe qui implique une connexion ou une divergence. Le deux. C'est un signe ambigu. Et alors, j'ai essayé de montrer que, disons, le rapport entre Machiavel et Pascal implique, qui est paradoxal parce que je démontre, je crois, que la casuistique médiévale a été très importante pour Machiavel. De l'autre côté, il y a Pascal, ennemi de la casuistique, qui s'est battu contre la casuistique. Mais il y a, comme je montre dans mon livre, quelque chose de plus compliqué que ça, dans le sens que Pascal a lu Machiavel en italien, a lu Machiavel en traduction, là, il y a une traduction de Gaspard d'Auvergne, qui était auvergnat comme Pascal. Il faisait partie de la même groupe social, etc. Et dans son introduction, Gaspard d'Auvergne a souligné quelque chose qui en fait est présent dans un texte de Pascal, c'est-à-dire dans une des pensées, c'est-à-dire le fait que le prince, le pouvoir séculier doit s'accommoder, il y a ce mot crucial, s'accommoder à, disons, quelque chose qui implique une violation des normes, et pourtant l'Église a, disons, accepté ça avec les miracles. Et alors il y a ce parallèle entre, disons, la violation de la norme et les miracles. Or, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que ce même parallèle existe dans un passage de la théologie politique, le texte de Carl Schmitt, mais il ne cite pas Pascal. Et alors, justement, je pense que cette liaison n'est pas banale et implique une réflexion
de Schmitt sur Pascal. Je souligne tout de suite que, évidemment, il y a quelque chose de tout à fait différent par rapport à Pascal et Schmitt. Et je dois dire que je ne pense pas qu'on pourrait proposer une trajectoire impliquant une téléologie, disons, une histoire de la théologie politique qui, disons, je ne sais pas, Thomas d'Aquin, Pascal, Carl Schmitt. Chez Carl Schmitt, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire son anti-judaïsme qui est devenu antisémitisme. Il a, disons, été, disons, partisan farouche du régime nazi, même s'il y a eu des tensions, etc. Et il y a des textes écrits par Schmitt après la guerre, où, par exemple, il y a, disons, des références, une obsession, des références à Spinoza, les Juifs Spinoza, et il dit à un certain moment, je cite ce texte, que dans la phrase célèbre de Spinoza, Deus sive natura, le mot sive, c'est l'insulte la plus terrible qu'on a pu lancer contre Dieu. Alors il y a, disons, c'est-à-dire, lorsque Schmitt parle de miracles, etc., il pense à une religion qui est tout à fait éloignée par rapport à la religion de Pascal. Et pourtant, il a repris ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, je crois que je n'ai jamais cité le mot source, peut-être quelquefois entre guillemets, mais je ne suis pas sûr, parce que ce qui me frappe, et ça c'est vraiment un des sujets qui sont au centre de ces livres, c'est la réception. Alors, là, c'est-à-dire qu'il y a une tradition sur la réception dans le domaine littéraire, etc., et, disons, il y a une tendance à opposer l'histoire de la réception à la philologie textuelle. Tandis que je pense que la réception peut jeter parfois des lumières inattendues sur la compréhension d'un texte. Et alors, en fait, dans ce livre, il y a, disons, un personnage, Kaspar Schoppe, quelqu'un qui, au XVIIe siècle, il était né en Allemagne, protestant, ensuite il s'est converti au catholicisme, très hostile aux jésuites, et il a essayé de, disons, effacer la condamnation de Machiavel qui avait été mise à l'index. Et alors, il a écrit un texte qui s'appelle Machiavellica, il y a des manuscrits, etc., où il a essayé de défendre Machiavel, en montrant que, alors là, disons, la référence à Aristote et à Thomas d'Aquin est tout à fait centrale, et ce qui est au centre de cette défense de Machiavel, c'est une distinction entre ce qui est absolu et ce qui est lié à des circonstances. C'est-à-dire, en latin, simpliciter secundum quid. C'est, disons, c'est Aristote traduit par Boès. Et l'idée que, disons, Machiavel ne parlait pas d'une façon absolue. Ce n'était pas des remarques, disons, liées à une perspective absolue, mais quelque chose qui se référait à un contexte. Alors, il y a une analyse poussée, etc. Alors, l'idée que, disons, cette réception de Machiavel peut nous aider à comprendre Machiavel, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Merci. Alors, vous avez évoqué la phrase de Spinoza, Deus sive natura. Quelqu'un qui travaille sur les lois de la nature et qui envisage une nature sans miracle et sans néanmoins, c'est Galilée, oui, qui a un rôle important dans cet ouvrage, parce que tout en étant un homme d'une nature sans néanmoins, c'est quand même un homme sensible au contexte et ouvert au compromis.
Oui, c'est-à-dire ouvert au compromis, c'est-à-dire qu'évidemment il y avait des pressions, disons des contraintes, et évidemment il a accepté un compromis. Ce qui, disons, j'ai écrit un essai où j'ai essayé de, disons, unifier dans une perspective inattendue Machiavel, Campanella, Galilée, à travers un personnage, le père Riccardi, disons, un clerc qui, disons, s'occupait disons, le livre défendu, etc., et qui a examiné soit, disons, les arguments de Schoppe pour défendre Galilée, soit, disons, les textes de Campanella qui s'est rattaché soit à Schoppe, soit à Machiavel, et Galilée. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que à ce moment-là, à Rome, disons, dans la cour papale, il y avait, disons, une discussion qui unifiait à travers les catégories de simpliciter et secundum quid, c'est-à-dire une perspective universelle et une perspective qui s'est rattachée au contexte, au pluriel. Il y avait soit l'étude de la nature, Galilée, soit l'étude, disons, des actions humaines. Ce qui est inattendu, mais je pense que, disons, la présence de ce type-là, le père Riccardi, montre qu'il y avait un lien. J'étais heureux d'entendre votre remarque sur l'histoire des idées, mais aussi, j'étais en train de dire contre, c'est-à-dire une histoire des idées abstraites, c'est-à-dire quelque chose que, disons, je pense que là on partage la même attitude, c'est-à-dire qu'il faut essayer de montrer que les idées se rattachent à des individus, se rattachent à des objets, se rattachent à des textes, mais il faut toujours démontrer les liens spécifiques qui rend la circulation des idées et la réélaboration des idées possible. C'est le contre Lovejoy. Alors, dans la galerie des personnages importants qui apparaissent dans ce livre, ils sont vraiment nombreux. Il y en a d'ailleurs qui sont apparemment moins importants ou pour le moins connus, mais tout aussi passionnants. Je voudrais revenir sur Michel-Ange. Oui. Hein? Voilà. Alors là, peut-être on peut montrer quelques images. On aurait besoin du PowerPoint. Ah, excusez-moi, alors c'est moi que je crois... hein? Oui. Il y a quelque chose qui bouge. Hein? Oui, mais... attendez. Ah, merci. Voilà. On peut dire qu'il y a un chapitre qui travaille, qui articule Machiavel à Michel-Ange, un peu comme Patrick Boucheron en 2008 avait articulé Machiavel et Léonard. Oui, mais alors... d'une toute autre façon. Hein? Non, mais je pense que là, soit Boucheron, soit moi-même, avons travaillé à partir de Saulmy. C'est-à-dire que c'était Saulmy qui avait lancé l'idée que, disons, la préface du Prince, lorsque Machiavel fait une référence ai pittori di paesi, alors là, il y avait un écho spécifique de la rencontre entre Machiavel et Léonard à la cour de Cesare Borgia. Et alors, j'avais, disons, essayé de développer ça, et Boucheron a écrit un livre là-dessus. Ici, il y a, disons, un autre livre, si vous voulez, qui a été mon point de départ, c'est-à-dire un grand livre de Francis Haskell, L'historien et les images, c'est le titre de la traduction française. Et alors, il y a, disons, de textes, une référence à Burckhardt. Jacob Burckhardt, moitié du 19e siècle, remarque que, disons, dans l'Italie de la Renaissance, il y avait cette, disons, convergence d'un côté,
là, je suis tenté d'utiliser un mot qui n'est pas utilisé par Burkhardt, mais l'italien spregiudicatezza, l'absence de préjugés, disons, du côté soit moral, soit religieux, etc. C'est-à-dire, il y avait une élite qui, disons, était prête à agir en rejetant les normes de la morale et de la religion. Mais de l'autre côté, Burkhardt était aussi fasciné par ça. Au fond, il avait, disons, proposé la Renaissance italienne comme le lieu de naissance du monde moderne, de la modernité. Alors il dit que, disons, l'individualisme, la subjectivité était liée à ça, l'origine de la subjectivité moderne. Alors, lorsque j'ai lu ce texte, cette citation de Burkhardt, disons, il utilise aussi les mots criminels, c'est-à-dire une élite criminelle, etc. Alors, j'ai pensé, et c'était banal, j'ai pensé à ce monument célèbre, sur le portrait de Bartolomeo Colleoni qu'on trouve à Venise, et c'est-à-dire, j'ai essayé d'analyser une référence qui a été identifiée il y a longtemps chez Machiavel à Michel-Ange. C'est-à-dire, lorsqu'il parle d'une façon métaphorique de la possibilité de, disons, façonner le peuple, imprimer un dessin, une forme, des attitudes, etc. Et il propose une comparaison entre ce geste et ce qu'un sculpteur a pu faire à partir d'un marbre inachevé. Et là, la référence était à la statue de David de Michel-Ange. Et alors, j'ai essayé de travailler sur ça. Et, excusez-moi. Et oui, alors, là, j'ai eu, disons, des longues conversations avec Luca Giuliani, un éminent, disons, chercheur qui travaille sur l'art ancienne, grecque et romaine. Et il avait signalé l'importance de un détail dans cette statue. C'est la statue. Bon, ça c'est le détail. Alors, il avait, disons, analysé cet animal hybride, mais là, l'interprétation de Luca Giuliani et la mienne étaient tout à fait divergentes. Parce que, alors lui, il avait, disons, pensé il avait dit, quelqu'un avait parlé d'un Fledermaus, un pipistrello, chauve-souris, oui, un chauve-souris. Et Luca Giuliani dit, oui, mais quand même, il y a ici un lion, mais là, un lion hybride, etc. Alors, ce que j'ai fait, ça a été, est-ce que je peux tourner en arrière? Je ne sais pas, je vais essayer. Oui, alors, cette statue, qui se trouve à Florence, dans les Cappelle Medici, c'est une statue qui représente Lorenzo de Medici, pas le célèbre Lorenzo de Medici, mais c'est lui auquel Machiavel a dédié le prince. Alors, mon interprétation, ce qui a été ignoré par ceux qui ont analysé, très peu d'ailleurs, ont analysé ce détail. Tandis que pour moi, ça c'était crucial. Et alors j'ai proposé de voir dans cet animal un lion renard. C'est-à-dire une référence à cette page magnifique de Machiavel où il dit que, et là vraiment la cible c'est Cicéron,
parce que Cicéron avait parlé de lion et renard, mais il avait, disons, rejeté les deux en tant que modèle pour l'action politique. Tandis que Machiavel, en renversant le jugement de Cicéron, dit le prince doit être pas seulement lion, mais renard aussi, les deux. Alors là, je pense que nous avons, disons, un écho d'une lecture ou d'une conversation avec Machiavel. Nous n'avons pas de traces. Et les deux, ils se connaissaient évidemment. Il habitait. Il y a aussi une lettre où quelqu'un, en fait, quelqu'un de très lié à Machiavel, Biagio Bonaccorsi, dit je vais envoyer quelque chose à travers t'envoyer quelque chose à travers le sculpteur Michel-Ange. Mais disons ici il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire un écho de la page du prince. Et aussi je pense que ce bloc de marbre fait aussi référence à une page du prince, à la fin du prince, où on dit que, disons, l'Italie, c'est une matière travaillée sur laquelle on peut, disons, imprimer une forme, etc. Et je pense que cette référence disons, au lion renard, ça pourrait être soit, disons, un choix indépendant de Michel-Ange ou un écho une conversation entre les deux. C'est fascinant, hein? Je vois que tout le monde est vraiment à l'écoute. Alors, là, vous m'avez tendu une perche parce que vous venez de parler de l'Italie qu'on peut façonner, manipuler. Est-ce que vous auriez à nous donner un petit commentaire sur ce qui se passe là, maintenant, en Italie? En fait, disons, lorsque je publiais cet essai, c'était avant ce qui se passe aujourd'hui. J'avais utilisé cette expression manipuler en retravaillant la page de Machiavel, et j'avais dit tout ça, entre les deux, il y a aussi une référence à Mussolini, et à la façon dans laquelle Mussolini, a réinterprété, ça faisait partie d'une auto-représentation de Mussolini, ce lien avec Machiavel, sa réinterprétation de Machiavel. Et alors, bon, je disais, la manipulation de foule, de la manipulation du peuple, est quelque chose qui a un sens même dans l'âge de l'Internet, évidemment. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en Italie. Alors, je dois dire que je pense que le pire doit encore arriver. C'est-à-dire que, alors certainement il n'y a pas de gauche. Il n'y a pas de gauche. C'est-à-dire que, et là c'est une histoire longue évidemment, c'est quelque chose qui a des racines éloignées, mais de toute façon il y a ça, et de l'autre côté, il y a, disons, des tensions entre la droite, mais ces tensions peuvent être résolues pour les pires. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui ont surgi, qui sont des noms qui ont une signification sinistre. Je dois dire qu'il y a des années, mon ami Martin Rueff m'avait interviewé chez moi et j'avais dit « Le fascisme a un futur ». Mais c'était vraiment il y a des années. Et je dois dire que à l'époque, j'avais jamais utilisé le mot fascisme dans un contexte qui n'était pas le contexte spécifique, historique, etc. Lorsque j'étais à Chicago, pendant la campagne électorale, je crois que c'était en 1996, j'ai vu à la télévision pour la première fois Trump. Alors le mot fasciste surgit d'une façon incontrôlée, si vous voulez. Je pense que
évidemment, ça dépend de la définition de fascisme. Dire que, disons, le fascisme a un futur, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a des éléments qu'on pourrait isoler, par exemple, disons, la manipulation à travers des technologies différentes. Dans le passé, c'était, disons, la radio, ensuite, bon, le cinéma, ou maintenant, disons, Internet. De l'autre côté, il y a, disons, l'utilisation d'un ennemi extérieur réel ou, disons, fictif. Et on pourrait continuer. Et évidemment, le culte du chef, qui peut être une femme aussi, etc., etc. C'est-à-dire que, évidemment, c'est quelque chose de, disons, une définition. Là, je dois dire que je suis plutôt tenté par les réflexions de Wittgenstein sur la notion de ressemblance des familles. C'est-à-dire, il avait commencé... cette notion de ressemblance des familles, c'est quelque chose que je crois qu'il a, disons, à l'origine, il y a un expériment de Galton, Francis Galton. Et alors, Galton, je n'ai pas les images ici, quelqu'un lui avait suggéré qu'on aurait pu superposer des images, des photographies. Alors, il a fait ça avec une famille. Alors, ce sont des images troublantes, dans le sens qu'on voit, disons, la superposition de certains traits, et de l'autre côté, quelque chose de vague, brouillard, etc. Ce sont des traits isolés. Et ensuite, Galton a fait le même expériment avec des criminels, de flics, de juifs. Il était un raciste et, disons, il a utilisé ça. Et ces expériments ont eu un grand écho. Il y a une référence dans l'interprétation de rêve de Freud à ces expériments de Galton. Et évidemment, disons, Freud n'utilisait pas, disons, l'idéologie sous-jacente, c'était l'expériment en tant que tel. Et ce qui vaut aussi pour Wittgenstein. Alors, au début, Wittgenstein a été fasciné par l'idée qu'il y avait un fil, un trait qui, disons, je crois qu'il l'a comparé à un fil rouge qui s'est trouvé dans les torchons de la marine allemande. Mais ensuite, il a changé d'idée. C'est-à-dire, ce qui l'a fasciné dans ces expériments, c'était l'idée qu'une ressemblance des familles, c'est quelque chose d'ouvert. Quelque chose que, disons, ce n'est pas les fils conducteurs, c'est, disons, l'ensemble en tant que tel. Et je trouve ce remarque fascinante dans le sens que on pourrait penser, alors je reviens au fascisme, à une définition du fascisme qui impliquerait de ressemblance des familles. Mais évidemment, il faudrait réfléchir à ça. Je veux souligner que tout ça n'a aucun rapport avec un texte de Umberto Eco qui s'appelle Il fascisme eterno, que je trouve inutile. Mais je pense que sur ces sujets, il faudrait réfléchir. C'est-à-dire qu'évidemment, disons, nous sommes entourés par des régimes autoritaires, etc. On parle de souverainisme, mais je dois dire que je ne suis pas intéressé aux mots. On pourrait, disons, même ignorer le mot fascisme, mais il faudrait essayer de voir si, disons, un certain rapport avec une certaine technologie ou des technologies différentes, le rapport avec les cultes du leader, etc., etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui nous pourrait aider à comprendre la réalité qui nous entoure. Très bien, on va, je pense, bientôt se tourner vers le public. J'ai juste une petite dernière question. Oui.
Carlo Ginzburg, le prochain livre, c'est sur quoi? Bon, alors, je dois dire que j'ai donné des conférences en honneur de Natalie Davis, une grande historienne, une amie, et j'ai donné ces conférences à Budapest, dans cette institution menacée par les régimes de Orban. Et alors là, il y a, disons, le titre c'est Sécularisme et ses ambiguïtés. Et disons, la dernière conférence, c'est, et ça c'est peut-être prévisible, sur les fake news, avec un point d'interrogation, et les sous-titres c'est Une vieille histoire nouvelle. Très bien. Vous viendrez nous le présenter? On vous attend. Voilà, la parole est au public. Je suis sûre qu'il y aura des questions. C'est souvent la première qui est la plus difficile à venir. Mais donc, oui. Alors, on l'attend. On l'attend. Bonjour. Je voudrais vous poser une question sur comment dire, l'intérêt et à la fois la pertinence des travaux des historiens à propos de Machiavel. Parce que j'ai fait un peu d'études de philo et on nous répétait, on nous martelait, ne lisez pas des gens qui ont une formation de philosophe pour comprendre Machiavel, mais lisez les historiens. Et donc je pense notamment à Skinner, après donc il y a Boucheron, vous, tout ça. C'est pas vraiment une question, mais j'ai envie de vous entendre sur cette question-là du rapport entre philosophie, historien, avec la figure de Machiavel et son œuvre. Oui, merci pour cette question. Alors je dirais que l'un des livres que je trouve, disons, le plus stimulant, c'est le livre de Léo Strauss. Alors, je dois dire que je ne suis pas forcément d'accord avec Léo Strauss, mais ce que je trouve, disons, vraiment un texte magnifique, qui ne parle pas spécifiquement de Machiavel, mais qui pourrait être une introduction à son livre sur Machiavel, c'est le texte qu'il a publié en 1941, La persécution et l'art d'écrire. Et alors l'idée de lire entre les lignes, c'est quelque chose que j'ai souligné dans mon livre. Alors évidemment, on peut se tromper. Et Strauss s'est certainement trompé plusieurs fois. Mais je pense que l'idée qu'il faut réfléchir sur ces textes en tant que textes qui sont, disons, qui ont été écrits dans une situation de contrainte ou, comme Strauss a souligné, depuis la Grèce ancienne, lorsqu'on parlait de thèmes liés à la religion, à la politique, etc., d'une façon non conventionnelle, il faudrait utiliser des stratégies obliques. Alors là, il y a quelque chose sur lequel je pense qu'on doit réfléchir. Oui. Bonsoir, merci. J'ai une question presque personnelle. Machiavelli, alors il y a le rayon et le lion, mais alors est-ce que Machiavelli il définit une raison, une motivation pour garder le pouvoir avec tous les moyens? Est-ce qu'il y a une autre chose plus importante que le pouvoir? Merci. Je dirais que non, mais. Alors il y a néanmoins. Alors il y a une page magnifique où est tout à fait inattendue, où il parle d'un tyran. Et alors il dit que, disons, on ne peut pas regarder comme un modèle quelqu'un qui avait trahi les amis, etc., etc. C'est-à-dire que, alors tout d'un coup, il prend ses distances par rapport à quelqu'un qui avait utilisé tous ses moyens. Et alors, en fait, le mot qu'il utilise, c'est virtu. Alors,
j'ai essayé d'analyser ce mot, qui est un mot très dense, parce que d'un côté, il y a, disons, dans l'étymologie, vir, le mal, mais de l'autre côté, il y a évidemment les côtés, c'est la force, etc., mais aussi vertu. Alors il y a cette ambiguïté. Je dois dire que je suis fasciné par les ambiguïtés, parce que je pense qu'il faut les analyser. Et là, alors j'ai parlé de Strauss, et je pense que là, il faut utiliser Strauss et Nietzsche, lorsqu'il dit que la philologie, c'est l'art de la lecture lente. Et il faut pas seulement lire entre les lignes, mais il faut faire ça d'une façon lente. Et ce que j'ai essayé de soutenir dans le dernier livre que j'ai publié, qui s'appelle La lettera uccide, la lettre tue, c'est que la vitesse extraordinaire d'Internet peut être conjuguée avec la lenteur de la philologie à la Nietzsche. Philologue avant d'être philosophe. Bonsoir et merci Bonsoir. pour cet entretien passionnant. Moi j'ai une question sur le non di manco de Machiavel. Oui. À quel moment est-ce que Machiavel a réfléchi là-dessus déjà, ou un autre penseur après lui, sur le fait que passer donc être tout le temps dans l'ambiguïté entre la norme et puis franchir le pas pour rentrer dans l'exception, à quel moment est-ce qu'on bascule finalement dans une exception qui devient la norme, quoi ? À quel moment est-ce que à force de transgression, on crée une norme nouvelle en politique? Parce que j'ai l'impression que nos régimes politiques actuels sont souvent dans des, entre guillemets, états d'exception qui nous font franchir souvent ce seuil. Oui, merci. Alors, en fait, je trouve qu'il y a des pages fascinantes de Machiavel où il réfléchit sur, disons, la nouveauté qui garde les formes du passé. En fait, l'appendice que j'ai inclus dans ce volume, c'est pas lié ni à Machiavel ni à Pascal, c'est lié au Gattopardo, le roman de Tomasi di Lampedusa, parce que j'ai, je crois, montré que la source de ce mot célèbre de Tancredi, le héros de ce livre, c'est-à-dire pour garder, pour conserver tout, il faut changer tout, etc., c'est justement une page de Machiavel. Alors, l'idée que, là j'ai essayé de saisir disons, la réception de cette page. Alors, l'idée que, de Machiavel. Alors, l'idée que pour changer, il faut garder les formes. Alors ça, c'est quelque chose qui implique une réflexion aussi sur la réalité contemporaine. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des exemples qui apparemment vont dans la direction contraire, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'évidemment, quelque chose doit être regardé même sous la surface. Alors, il y a quelque chose qui change, disons, à la surface, mais derrière ça, il y a des choses parfois pas visibles qui persistent. Et je pense que Machiavel nous invite à réfléchir sur cette relation. Oui. C'est moi qui ai le micro, oui. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question en fait sur l'ensemble de vos publications, puisque vous avez dit vous avez commencé donc vos travaux sur plutôt des travaux sur les sorcières, sur les procès de sorcières, et puis ensuite vos travaux bien connus sur la micro-histoire. Et moi, j'avais envie de vous demander comment est-ce que vous inscrivez maintenant vos publications, ou quel est votre parcours
intellectuel, votre cheminement intellectuel, puisque vous parlez du contexte d'écriture de Machiavel, de réception de Machiavel. Moi, j'ai envie de vous poser la question de votre propre contexte à vous d'écriture de ces livres. Comment est-ce que vous les intégrez en fait dans votre pensée globale? Et comme Corinne Bonnet vous a posé la question du livre suivant, comment est-ce que vous pensez à vos publications suivantes? C'est-à-dire que, il y a des années, j'étais interviewé par une historienne brésilienne, Maria Palares-Burke. Et alors, à ce moment-là, elle m'a posé une question à peu près semblable. Alors, mais il y avait longtemps. Et alors, j'ai fait une référence à ce livre de Isaiah Berlin, qui s'appelle The Hedgehog and the Fox, le renard et le hérisson. Et alors, Berlin, il parle de Tolstoï, mais il dit aussi qu'il y a, disons, des gens qui... Ah non, parce que le point de départ, c'est un poème, un fragment de poème d'Archiloque, le poète grec ancien, où il dit « Le renard a beaucoup d'armes, mais le hérisson a une seule arme, mais c'est terrible. » Et alors, il dit, Berlin dit, alors il y a, disons, des écrivains qui sont des renards, d'autres sont des hérissons, etc. Et alors j'ai réfléchi un peu, j'ai pensé à ça, et j'ai dit, oui, évidemment, j'ai travaillé sur des sujets très différents, disons, procès des sorcières, histoire de l'art, etc., etc. Mais je pense que je suis un hérisson masqué. Très bien. Oui, on va tout doucement conclure. Alors, moi, je ne peux que inviter le public qui est présent à lire ce livre, qui est vraiment, comme vous l'aurez bien compris, une grande richesse, qui montre la cohérence, je pense, vraiment du parcours de Carlo Ginzburg. Ça, on voit des fils, c'est le cas de le dire, parce que la notion de fil, c'est quelque chose. On voit des fils qui se tissent à travers le temps, et ça, c'est absolument fascinant. Il y a aussi une postface étonnante, au départ d'une phrase du pape François. On peut peut-être en dire un mot? Ah oui. Alors, c'est-à-dire, la phrase c'est Dieu n'est pas catholique. Alors, oui. Alors, c'est pas tout à fait ça. Non, il n'y a pas de Dieu catholique. Il y a Dieu. Oui, il y a Dieu. Il y a Dieu. Oui, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça par hasard dans une interview avec le directeur d'un journal italien, La Repubblica. Et alors, Papa Bergoglio a dit il n'y a pas de Dieu catholique, il y a Dieu. Alors j'étais surpris. Alors j'ai commencé à, disons, me promener dans Google. J'ai vu des réactions très agressives. Surtout, c'était le haut clergé aux États-Unis, etc. Mais j'ai trouvé que la phrase n'était pas de lui. La phrase était d'un autre jésuite, Martini, l'archevêque de Milan. Et ensuite, alors je me suis posé la question, oui, mais alors deux jésuites, peut-être il faut remonter en arrière. Et je suis arrivé à Matteo Ricci, le jésuite qui a essayé d'évangéliser la Chine. Et j'ai trouvé des textes, parce qu'il avait appris les chinois, etc. Et pour lui, alors il y a vraiment un texte extraordinaire, c'est-à-dire un résumé de ce qui est la religion chrétienne, mais il y a deux détails qui manquent. La mort de Jésus et la résurrection. Alors, disons, l'idée de s'accommoder, c'est le mot technique, disons, au contexte chinois, etc., c'est quelque chose de remarquable. Et alors, je me suis rappelé que, en fait, il y a aussi un écho de ça dans Pascal, dans les provinciales, où il y a un texte auquel il fait référence, où on dit que les jésuites ont présenté aux Chinois pas les Christ crucifiés, mais, disons, un prince en habit chinois
élégant, etc., etc. Alors, je pense que là, en fait, il y a un chapitre de l'histoire de la sécularisation que peut-être a un futur. Très bien. Carlo, vous êtes un fameux hérisson, mais vous êtes un sacré chasseur aussi. Hein, parce que quand on voit les traces des textes que vous suivez, c'est absolument fascinant. Merci, merci. Voilà, merci. on vous remercie très chaleureusement. Merci. Voilà. Merci, merci, merci. Merci. Vous venez d'écouter une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche lundi 3 octobre 2022 avec Carlo Ginzburg autour de son ouvrage Néanmoins Machiavel Pascal, édition Verdier, traduit de l'italien par Martin Rueff. Réalisation et mise en onde, Radio.